dans un coin oublié de la ville, où le silence enveloppe les toits affaissés et où les placards vides murmurent le passé, une petite fille nommée Émilie est contrainte de prendre une décision qu'aucun enfant ne devrait jamais affronter. Elle n'a que 9 ans, mais ce soir, l'enfance est un luxe qu'elle ne peut s'offrir. Les cris de son petit frère résonnent à travers les murs en ruine, des sanglots doux et affamés que leur mère ne parvient plus à apaiser. Karen, frêle et à peine consciente, gît immobile sur le matelas. Sans nourriture, sans secours en vue, avec rien d'autre qu'un manteau en lambeaux et un courage obstiné accroché à ses os, Émilie s'avance dans la nuit. Dans sa poche, l'espoir. Dans son cœur, une promesse silencieuse. C'est pas la porte vers le cœur rayonnant de la ville, là où les lumières ne s'éteignent jamais et où elle ose croire que quelqu'un, n'importe qui, pourrait se soucier d'elle pour l'aider. Mais le destin n'est pas un observateur silencieux. Lorsqu'elle pénètre dans un monde de lustres scintillants et de rires doux et qu'elle croise le regard d'un homme qui n'a plus souri depuis le jour où il a enterré sa propre joie, la nuit prend une tournure inattendue. Ce qui a commencé comme une demande désespérée de nourriture devient un moment qu'aucun d'eux n'oubliera jamais. Avant de suivre Émilie dans ce voyage profondément émouvant fait de perte, de courage discret et de la transformation surprenante que peut prendre la famille, laissez un commentaire ci-dessous pour nous indiquer d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires qui nous rappellent les miracles discrets nés de la compassion dans les endroits les plus inattendus. Le froid extérieur n'était pas plus intense que la froideur qui persistait à l'intérieur de leur maison. Alors qu'Émilie fermait la porte rouillée derrière elle, elle marqua une pause. Ses petits doigts s'attardèrent sur la poignée, réticents, effrayés. Elle jeta un coup d'œil dans la rue. Rien que des ombres. Les maisons autour d'elles étaient sombres, des silhouettes inhospitalières qui n'apportaient aucune réponse. Elle n'en attendait pas. Elle avait appris depuis longtemps qu'ici, on n'ouvre pas sa porte à ceux qui n'ont rien à offrir. La pauvreté était pesante et impitoyable, et elle enseignait le silence. Elle resserra sa veste trop grande autour de ses épaules étroites et baissa les yeux vers Jacob dans ses bras. Son visage, pâle et creusé, dépassé d'une couverture usée. Ses lèvres étaient gercées, sa respiration haletante. Il avait à peine parlé de la journée, se contentant de gémir quand la faim lui tordait le ventre. « Je vais trouver quelque chose », murmura-t-elle, les mots tremblant sur ses lèvres. « Tiens bon, d'accord ?» Sa voix n'avait plus la légèreté d'un enfant depuis un certain temps. Cette douceur avait été éraflée par trop de nuits comme celle-ci. Chaque pas qu'elle faisait sur le trottoir défoncé la plongeait dans l'inconnu. Les rues, autrefois familières lors des promenades diurnes vers l'école, lui semblaient désormais un pays étranger. Chaque ombre était suspecte. Chaque bruit soudain une raison de se figer. Pourtant, Émilie avançait, non pas avec un plan, mais avec une direction, le centre-ville, où les lumières brillaient aux hautes fenêtres et où les gens portaient des vêtements sans les taches de la veille. Elle se souvenait des odeurs viande rôtie, pain frais et du lointain souvenir d'un homme qui avait un jour laissé un repas intact. Personne ne l'avait emporté. Pas alors. Mais maintenant, elle comprenait. L'orgueil est une prison. Et ce soir, pour Jacob, elle s'en libérerait. Elle le déplaça doucement dans ses bras. Ses chaussures, usées jusqu'aux semelles, claquaient doucement sur le trottoir à chaque pas précipité. De retour chez elle, Karen remua faiblement. Elle ne comprenait pas vraiment ce qui se passait, l'esprit embrumé par la maladie et l'épuisement, mais quelque chose dans sa poitrine se serrait à cette absence de présence. La chaleur de sa fille avait disparu. Sa main se tendit instinctivement sur le matelas vide, cherchant. Son souffle s'étrangla, mais aucun son ne s'échappa. La nuit engloutit tout. La maison, immobile et silencieuse, ressemblait moins à un foyer qu'à une coquille, attendant soit le retour de quelqu'un, soit que le silence devienne permanent. Et même dans son état de hébétude, un cœur de mère murmurait dans l'obscurité, « S'il vous plaît, faites en sorte que mes enfants aillent bien. » Pendant ce temps, Émilie atteignit la limite du quartier le plus agréable de la ville. La différence était saisissante. Les lampadaires, hauts et intacts, projetaient de douces flaques de lumière sur les trottoirs propres. Les fenêtres scintillaient. L'air sentait le dîner, la vraie nourriture, et chaque rafale de vent apportait avec elle une nouvelle faim. Son estomac se noua, mais elle continua d'avancer, scrutant les bâtiments jusqu'à ce que l'un d'eux attire son regard. C'était majestueux. Un grand restaurant, resplendissant d'or et de rire. À l'intérieur, sous des lustres scintillants, on dînait sans se soucier du monde. Émilie se tenait dehors, hésitante. Les gens à l'intérieur n'étaient pas comme elle. Leurs manteaux ne provenaient pas de boîtes de dons. Leurs joues n'étaient pas creuses. Leur vie ne portait pas le poids de la faim.
Mais la faim ne demande pas la permission. Elle repéra une ruelle étroite à côté du bâtiment et s'approcha discrètement, espérant trouver une poubelle avec des restes ou mieux encore, une porte entr'ouverte. Jacob remua dans ses bras, laissant échapper un léger gémissement. Elle s'arrêta pour le bercer doucement, murmurant des mots apaisants tout en scrutant les ombres. Et puis elle vit, une porte de derrière, entr'ouverte juste assez pour tenter le destin. Laissée entr'ouverte par un livreur? Oubliée à la hâte? Peu importe. Elle resta là, la main tremblante près du cadre. Elle n'était pas une voleuse. Elle n'était pas une mendiante. Elle était une sœur. Et les sœurs font ce qu'il faut. Après un dernier regard par-dessus son épaule, elle entra. Le couloir était étroit et silencieux, imprégné d'un parfum d'ail rôti, de bouillon mijoté et de pain chaud. Les bruits provenant de la salle à manger s'amplifiaient à chaque pas, verres qui s'entrechoquaient, voix joyeuses. Elle s'avança à pas feutrés, rasant le mur, chaque nerf en ébullition, animée par la peur et la détermination. Puis, comme entrée dans un autre monde, elle déboucha dans la pièce principale. Tout scintillait. Des lustres en cristal scintillaient au-dessus des sols cirés. Les tables brillaient sous les couverts en argent. Les rires dansaient dans l'air. Jusqu'à ce qu'il la voie. Toutes les têtes se tournèrent. Fork s'immobilisa. Les conversations s'arrêtèrent. Tous les regards se posèrent sur la petite fille qui serrait un bébé sous son manteau. Émilie ne scia pas. Son regard se fixa sur un homme, assis seul dans un coin, une assiette à moitié mangée devant lui. Il était plus âgé. Les tempes grises. Son visage était fort, mais usé, comme un monument abîmé par le temps. Et ses yeux semblaient vides, comme ceux de quelqu'un qui avait trop perdu et trop peu reçu de bonté depuis. Elle s'avança vers lui, lentement mais sûrement, attirée par quelque chose qu'elle-même ne comprenait pas. Puis elle parla. Calmement. Clairement. « S'il vous plaît, monsieur. Puis-je prendre ce que vous ne voulez pas manger? Mon petit frère n'a rien mangé aujourd'hui. » Le silence se brisa comme du verre. Une femme près du bar se pencha vers sa compagne. Un serveur se figea en plein milieu de son pas. Mais Émilie ne broncha pas. Elle ne supplia pas. Elle avait déjà versé toutes ses larmes. L'homme la fixa, fourchette baissée, les yeux plissés d'incrédulité et d'autre chose. Une reconnaissance, peut-être. Ou le fantôme d'un souvenir. Derrière lui, le maître d'hôtel s'avança, prêt à raccompagner l'enfant, mais l'homme leva une main ferme et définitive. Non. Laisse-la. Le maître d'hôtel hésita. Le ton de l'homme ne laissait aucune place à la discussion. Se tournant vers Émilie, sa voix s'adoucit. Comment t'appelles-tu? Émilie, répondit-elle. Ses yeux se posèrent sur le paquet qu'elle tenait dans ses bras. Et lui? Jacob. Une longue pause s'écoula entre eux, puis l'homme fit quelque chose à laquelle elle ne s'attendait pas. Il appela le serveur, apportez-leur quelque chose de chaud. Maintenant. Le serveur hésita. L'homme répéta, plus fermement, maintenant. Quand la nourriture arriva, Émilie ne mangea pas. Elle ouvrit la serviette et emballa soigneusement une portion de pain. Il en a encore plus besoin, expliqua-t-elle d'une voix neutre. L'homme la regarda en silence. Finalement, il se pencha en avant, la voix plus douce. Où sont tes parents? Elle hésita. Ma mère est malade. Elle ne peut pas bouger. Il n'y a personne d'autre. Sa mâchoire se serra. Une douleur vacillait derrière ses yeux, une douleur qu'elle ne comprenait pas, mais qu'elle ressentait pourtant. Après un moment, il hocha lentement la tête. Je te ramène à la maison, dit-il. Émilie recula instinctivement. Son ton était légèrement défensif, ferme comme seule une personne trop souvent déçue pouvait l'être. Je ne le quitterai pas. Jamais. Elle le prononça comme un vœu, gravé dans l'expérience, non dans l'espoir. Il leva les deux mains en signe de reddition silencieuse, d'une voix ferme, presque respectueuse. Je te le promets. À vous deux. Juste, montre-moi le chemin, Émilie le fixa, immobile, le regard à la recherche d'une trahison, d'un doute, de tout ce qui pourrait briser cette fragile offre d'aide. Après plusieurs longues secondes, elle hocha la tête à contre-cœur, un geste silencieux qui allait changer le cours de leur vie. En sortant du restaurant, l'homme prit doucement Jacob dans ses bras, laissant Émilie marcher à ses côtés, sans se sentir accablée. Elle le regardait sans cesse, méfiante et incertaine.
Il y avait quelque chose d'étrange dans sa chaleur, quelque chose de peu fiable, mêlé à une tristesse dans ses yeux qui n'avait pas de sens et pourtant semblait familière. Il parlait peu tandis qu'il marchait, son silence pesant plus que les mots. Mais alors qu'ils approchaient du trottoir fissuré menant à sa rue, ses pas commencèrent à faiblir. Il le sentit avant de le voir quelque chose de rance, de menaçant. Émilie se précipita. Sa voix s'éleva, tendue par l'inquiétude. « Attends, Émilie. » Mais elle avait déjà franchi la porte. Ce qu'elle a trouvé à l'intérieur marquerait la fin d'une vie et, sans le savoir, le fragile début d'une autre. Plus tôt dans la soirée, la Toria baignait dans une douce lumière et un luxe feutré. Le tintement des couverts, le murmure des rires polis et le délicat bourdonnement de la musique provenant de haut-parleurs dissimulés enveloppaient l'espace d'une opulence sereine. Mais cette illusion se brisa dès que le regard d'Alexander Reed croisa celui d'Émilie, de l'autre côté de la pièce. Le temps sembla s'effondrer. Les bavardages s'éteignirent. Ce n'était qu'un homme et une fille, deux mondes sur le point d'entrer en collision. Son premier réflexe fut l'incrédulité. Il cligna des yeux à plusieurs reprises, incertain de la réalité de l'enfant maigre et aux yeux écarquillés qui se tenait devant lui, serrant une silhouette emmitouflée contre sa poitrine. Puis sa voix perça le silence. Simple. Honnête. Envoûtante. « S'il vous plaît, monsieur. Puis-je prendre ce que vous refusez de manger ?» Pour un homme habitué au silence, qui portait le chagrin comme une armure, c'était la première fois depuis des années qu'une voix lui parvenait. Et pas n'importe quelle voix, mais une voix si fragile, si dénuée de prétention, qu'elle réveillait quelque chose de profondément enfoui sous son apparence de vétéran. Un serveur, troublé, s'approcha prudemment, hésitant à intervenir. « Monsieur, murmura-t-il, nous pouvons la faire sortir immédiatement. » Alexandre ne quitta pas le regard de la jeune fille. Il leva la main. Non. Sa voix était calme, mais ferme. Le personnel recula, confus mais obéissant. Émilie ne supplia pas. Ne bougea pas. Ne pleura pas. Elle resta simplement là, attendant, avec le calme de quelqu'un qui avait appris à survivre dans un monde qui ne donnait rien gratuitement. Alexandre posa sa fourchette, se pencha en arrière et l'observa. Elle ne devait pas avoir plus de 9 ans. Ses vêtements étaient usés, ses chaussures dépareillées. La couverture qu'elle tenait bougea légèrement, révélant le petit visage endormi d'un bambin. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il. « Émilie » répondit-elle, avant d'ajouter, « et lui, Jacob. Il a 3 ans. » Il hocha lentement la tête. Tous les regards dans la salle se tendirent pour l'entendre. « Apportez-leur à manger » dit-il au serveur le plus proche. De la nourriture chaude. Du pain. Des œufs. De la soupe. Et quelque chose à boire. Maintenant. L'homme hésita, puis disparut dans la cuisine. Alexandre se tourna vers Émilie. « Tu es entrée seule ?» Elle hocha la tête. « Tes parents ?» Son regard baissa. « Ma mère est malade. » Elle n'arrivait pas à se lever. Il n'y avait personne d'autre. Il pleurait et je ne savais pas quoi faire. Ses paroles étaient cliniques. Sans fioriture. Elle ne parlait pas par compassion, mais par nécessité. Alexandre reconnut ce ton. C'était le même qu'il avait employé après l'accident, lorsqu'il était plus facile de répéter les faits que de les ressentir. La nourriture arriva, des œufs brouillés, du pain, un bol de soupe. Émilie ne s'assit pas. Elle déballa un morceau de pain et le glissa délicatement près des lèvres de Jacob. Le garçon remua et, instinctivement, se mit à manger, encore à moitié endormi. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle prit l'assiette. Elle ne mangea pas tout de suite. Elle regarda de nouveau Alexandre. « Merci, dit-elle doucement. » Cela le frappa plus fort qu'il ne l'avait prévu. La sincérité. L'absence de sentiment de droit. « Tu devrais manger aussi, dit-il. »« Je le ferai, répondit-elle. Mais il en avait besoin avant. Sa voix était plus profonde que n'importe quelle supplication. Il fit un geste vers le siège à côté de lui. « Asseyez-vous. S'il vous plaît. » Elle hésita, puis se laissa glisser sur la chaise, Jacob toujours sur ses genoux. Elle prit une cuillerée de soupe, l'avala lentement, fermant les yeux un bref instant tandis que la chaleur la parcourait. « Où habites-tu » demanda-t-il. Elle hésita. La vieille maison brune de la 12e. Celle avec la clôture cassée. Il connaissait cette rue.
Il l'avait dépassé des dizaines de fois en voiture, détournant toujours le regard. C'était le quartier que l'on évitait. Là où les plaintes étaient accueillies par le silence, et où les enfants grandissaient invisibles. « Et ta mère » demanda-t-il. « Elle est seule. Elle est malade depuis des jours. J'ai essayé de l'aider. J'ai fait bouillir de vieux haricots, mais ils sentaient mauvais. Jacob a vomi. On n'avait rien d'autre. Sa mâchoire se serra. Il avait donné des millions à des œuvres caritatives. Écrit des chèques à des refuges. Mais rien de tout cela n'avait empêché une petite fille comme Émilie d'arpenter les rues en quête de miettes. « Pourquoi n'as-tu pas demandé de l'aide » demanda-t-il d'une voix calme. Ses yeux se levèrent enfin pour croiser les siens. Et en eux se lisait quelque chose de brut, de non dit. « Oui » murmura-t-elle. Ils ont fermé la porte. Un responsable s'approcha, inquiet. « Monsieur ? Tout va bien ?» Alexandre ne quitta pas Émilie du regard. « Tout va bien. Prends une couverture et une bouteille d'eau. » Pour le garçon. Le directeur hocha la tête et partit. Se retournant vers elle, Alexandre lui parla doucement. « Je veux te ramener à la maison. Je dois voir si ta mère va bien. » Son corps se tendit. « Personne ne peut nous prendre. S'ils le font, ils emporteront Jacob. Je ne laisserai pas faire. » Sa voix était féroce. Protectrice. Elle le surprit même. « Je ne cherche pas à te prendre quoi que ce soit, dit-il. Mais si ta mère est vraiment malade, vous avez tous les deux besoin d'aide. Il n'y a pas de quoi avoir peur. » Elle le fixa de nouveau, le regard perçant, avec l'instinct de quelqu'un qui a survécu seul. « Si tu viens, je viens aussi. Et Jacob reste avec moi. » Il hocha la tête. « D'accord. » Ils sortirent par la porte latérale, pénétrant dans la nuit froide. Mais ce n'était plus la même nuit. Il y avait désormais du mouvement, un but. Émilie ouvrit la marche. Alexandre suivit, portant Jacob. Les rues se brouillèrent, maisons silencieuses, magasins fermés jusqu'à sa rue. Les maisons s'affaissaient sous le poids des années de négligence. Émilie s'arrêta devant l'une d'elles, qui semblait oubliée par le temps. « C'est ça » dit-elle doucement. Alexandre regarda la maison, la culpabilité s'installant au plus profond de sa poitrine. « Depuis combien de temps es-tu seul là-dedans ?»« Depuis mercredi » dit-elle d'une voix fluette. « On est samedi. » Le poids de ce détail le frappa plus fort que prévu. Il la suivit à travers le portail et dans la maison. L'air à l'intérieur était épais. Moisissure. Maladie. Décomposition. Il appela, mais Émilie était déjà à son chevet. Son cri brisa le silence. Debout sur le seuil, le cœur d'Alexandre se serra. Il était arrivé trop tard. Dans la lumière de la lune qui filtrait à travers les stores brisés, il vit une enfant s'effondrer aux côtés de sa mère. Il entra, incertain des mots s'il en était ou qui pourrait adoucir ce moment. « Je suis vraiment désolé. » Elle ne bougea pas. Elle tenait la main de sa mère, comme si elle attendait qu'elle se réchauffe. Mais la vérité était déjà établie. Définitive. Impitoyable. Plus tard, tandis qu'Alexander traversait des rues qu'il n'avait jamais vues depuis le sol, le silence régnait dans la voiture. Mais ce n'était pas un silence absolu. Émilie était assise à l'arrière, berçant Jacob, les yeux rivés sur la vitre. Ses mains étaient fermes. Protectrices. Non pas par panique, mais par instinct. Alexandre la regardait sans cesse dans le rétroviseur. Elle ne posait pas de questions. Ne s'agitait pas. Ne pleurait pas. Cette absence de curiosité le troublait plus que tout. Elle lui rappelait lui-même, après l'accident. Quand le silence était plus facile que l'espoir. Il n'avait pas prévu ça. Il n'avait pas prévu de quitter le restaurant avec un enfant dans sa voiture. Mais quand elle lui demanda, « S'il vous plaît, monsieur, puis-je prendre ce que vous ne voulez pas manger ?» quelque chose en lui changea. Ce n'était pas la pitié qui l'animait. C'était autre chose, quelque chose de plus profond. La reconnaissance. De retour dans la voiture, Jacob gémit. Émilie serra la couverture et murmura, « Chut. Ça va aller. » Sa voix portait le calme de quelqu'un qui avait trop souvent consolé ses larmes. « Est-ce qu'il dort beaucoup ?» demanda Alexandre. Émilie hocha la tête. « Quand il a chaud. Quand il n'a pas faim. »
Il serra les mâchoires. Aucun enfant ne devrait dire ça. Elle lui jeta un coup d'œil, puis reporta son attention sur la fenêtre. Il n'a rien mangé depuis 2 jours. Il n'y avait aucun drame dans ses paroles. Juste la vérité. Il n'a pas répondu. Il n'avait rien à dire. Il continua donc à conduire, jurant discrètement cette fois de ne pas détourner le regard. La maison semblait sur le point de s'effondrer d'un seul souffle. Le bardage pendait en lambeaux, les fenêtres étaient tachées de crasse et la véranda s'affaissait si violemment qu'elle craquait sous le moindre poids. Mais Émilie n'hésita pas. Avant qu'Alexander puisse tendre la main pour la stabiliser, elle descendit, serrant toujours Jacob contre sa poitrine. Alexander la suivit, plus lentement, plus prudemment. L'air était différent ici, plus froid, plus lourd, comme si même le vent avait perdu espoir. Ce quartier avait depuis longtemps cessé d'espérer des jours meilleurs. Elle poussa la porte, et l'odeur les atteignit avant les ombres, moisissures, maladie, la fadeur indélébile de la mort qui persistait dans les murs. Alexandre tressaillit, attirant instinctivement Jacob plus près, mais ne dit rien. Émilie s'élança. Il l'appela pour l'arrêter, mais il était trop tard. Son cri résonna dans le couloir comme du verre brisé. Il entra, ses chaussures cirées craquant contre le plancher usé et éclaté. Dans la pénombre, il la vit, une petite silhouette effondrée près du lit, tremblante. Non pas de sanglots, mais de choc. Karen était immobile. Les yeux clos. Les mains molles. Le genre d'immobilité qui signifiait que la mort n'était pas arrivée depuis longtemps, mais qu'elle s'était installée depuis des heures, peut-être plus longtemps. Alexander eut le souffle coupé. Impossible de la sauver. Sans bruit, il déposa Jacob dans un coin, sous un tas de couvertures pliées, un berceau improvisé dans une maison qui lui avait toujours semblé si peu accueillante. Puis il s'approcha d'Émilie. Elle était assise aux côtés de sa mère, les doigts crispés sur une main qui ne retenait plus sa chaleur. Elle a dit que tout irait bien, murmura Émilie, comme si ces mots pouvaient changer la vérité. Elle a dit qu'elle irait mieux. Sa voix n'était pas désespérée, juste désorientée, comme quelqu'un qui essaie de se réveiller d'un rêve dont il n'arrive pas à se débarrasser. Alexandre s'agenouilla près d'elle et posa doucement une main sur son dos. « Émilie, dit-il doucement, elle est partie. » Émilie ne répondit pas. Ses yeux ne quittèrent pas le visage de sa mère. Elle respirait ce matin, murmura-t-elle à personne en particulier, comme si le temps pouvait être raisonné. Alexandre ferma les yeux, le souvenir de sa femme l'envahissant et les derniers mots qu'elle avait prononcés, « Nous serons à la maison dans 1 heure ». Il s'était accroché à ces mots comme à un radeau de sauvetage jusqu'à ce qu'ils deviennent, eux aussi, des fantômes. Et puis, sans réfléchir, sans calculer ni peser les conséquences, Alexandre agit. Il reprit Jacob, prit la main d'Émilie dans la sienne et dit « Viens avec moi ». Émilie leva les yeux, la confusion illuminant son visage. « Mais on ne peut pas la laisser, dit-elle, sa voix s'accrochant au mot « elle », comme si ça lui faisait mal de le dire à voix haute. Il hocha lentement la tête. « On ne l'oubliera pas. Je te le promets. Mais tu ne peux pas rester ici. Pas ce soir. » Elle ne protesta pas. Elle regarda sa mère une dernière fois, se pencha et l'embrassa sur le front. « Je suis désolée, murmura-t-elle. J'ai essayé. » Puis elle se releva, les épaules droites, portant un poids qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à porter. Ils sortirent ensemble, et Alexandre ne se retourna pas. Cet endroit avait cessé d'être une maison. C'était devenu un tombeau. Dans la voiture, Jacob dormait profondément, inconscient du bouleversement qui s'était produit dans son monde. Émilie, assise bien droite sur la banquette arrière, regardait droit devant elle, immobile. Elle ne demanda pas où ils allaient. Elle ne demanda pas ce qui allait se passer ensuite. Et Alexander ne fit pas de promesse qu'il n'était pas sûr de pouvoir tenir. Mais à cet instant, tandis que les lumières de la ville scintillaient sur le pare-brise, Alexander jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Il vit son reflet, le visage pâle, les lèvres pincées, les yeux écarquillés et secs. Elle ressemblait à une enfant, mais de l'extérieur. À l'intérieur, elle avait vieilli en quelques secondes. Pour la première fois depuis plus d'1 an, le siège passager à côté de lui ne semblait pas vide. Le silence n'était plus creux. Il avait du poids. Il portait un nom. Il portait Émilie. La mort persistait non seulement dans le corps de Karen, mais aussi dans l'air lui-même, dans les os de la maison. Dès qu'Alexander avait franchi le seuil,
il l'avait ressenti non seulement dans l'odeur de moisi ou le sol froid, mais dans l'absence de mouvement, de rire, de vie. Émilie avait couru devant, pleine de cet espoir désespéré auquel seuls les enfants croient encore. Son cri le brisa instantanément. Ce n'était pas un cri de peur, mais le son de la compréhension, celui de l'instant où la réalité s'impose et où l'innocence se dissout. Alexandre avait pris Jacob dans ses bras, le protégeant de la vision qui entrait Émilie pour le restant de ses jours. Aucun mot n'était assez fort pour apaiser cette douleur. Aucun geste assez fort pour l'apaiser. Elle s'accrocha au bras de sa mère. « Maman » murmura-t-elle. « Maman ». Elle la secoua doucement, encore et encore, croyant au pouvoir du mouvement, de la volonté. Elle dormait, tout simplement, répéta-t-elle. Elle dormait, tout simplement, ce matin. Alexander s'approcha, mais ne vérifia pas son pouls, il n'en avait pas besoin. Il vit l'immobilité de Karen, la façon dont ses doigts restaient inutiles sous l'étreinte de sa fille. Il s'agenouilla et posa la main sur le dos d'Émilie. « Je suis vraiment désolé, dit-il. » C'était comme de l'air s'infiltrant par une porte entr'ouverte inutile, mais tout ce qu'il avait. Pourtant, elle ne répondit pas. Ses yeux restèrent fixés sur Karen, mémorisant le visage de sa mère comme s'il allait disparaître. Aucune ambulance n'a été appelée. Aucune sirène n'a retenti. Il n'y avait rien à sauver, et Alexander comprenait avec une clarté cristalline qu'appeler à l'aide ne ferait que briser le peu qui restait. Il ne laisserait pas les systèmes les détruire. Pas ce soir. Peut-être jamais. Il se leva et observa la pièce, des draps fins, des lampes cassées, une commode couverte de poussière. L'air était si lourd qu'on l'entendait presque. « On ne peut pas rester ici ce soir, dit-il doucement. Laissez-moi vous emmener tous les deux. Juste pour l'instant. » Émilie ne répondit toujours pas. Mais lorsqu'il tendit à nouveau la main vers Jacob, elle se leva enfin. « Il a besoin de dormir, dit-elle d'un ton neutre. Il se réveille toujours quand il fait froid. Nous le garderons au chaud, répondit Alexandre. Le retour se fit sans un mot. Jacob dormait recroquevillé sur son épaule. Émilie était assise derrière eux, enveloppée dans une couverture trop fine pour être confortable, mais tout ce qu'elle avait. Ses bras étaient étroitement croisés, non pas à cause du froid, mais à cause d'une douleur indicible et aiguë. Alexandre se regarda dans le miroir encore et encore. Elle ne clignait pas des yeux. Elle ne pleurait pas. Cela l'effrayait plus que si elle avait craqué. Il comprenait le chagrin. Mais ce genre de silence, c'était la survie mise à nu. « Je sais que c'est trop, dit-il doucement. Mais tu n'es plus seule. Plus maintenant. » Elle n'a même pas bronché. Elle a juste regardé fixement. À leur arrivée, la lumière chaude de la maison leur parut presque désagréable. Le plancher ne craquait pas. L'air ne sentait pas l'humidité. C'était propre et sûr. Émilie entra et se figea. Ses pieds s'enfoncèrent dans le tapis, comme s'il allait la rejeter. « Tu peux entrer, » dit doucement Alexandre. « C'est chez toi. Ce soir. Aussi longtemps que tu en auras besoin. » Elle hocha la tête, mais ne se détendit pas. Il la conduisit dans la chambre d'amis où un lit moelleux l'attendait. Elle y jeta un coup d'œil, puis le regarda. « Puis-je dormir par terre ?» a-t-elle demandé. La question l'a presque brisée. « Non, ma chérie, » dit-il doucement. « Tu mérites de dormir dans un lit. » Elle ne protesta pas. Mais lorsqu'elle s'allongea, elle se recroquevilla jusqu'au bord, entièrement habillée, son corps encore préparé au rejet. Ce soir-là, Alexandre était assis dans sa chambre, les yeux rivés sur une photo, sa femme et sa fille Lily, figées dans une époque plus heureuse. Il la refusa. Non pas par oubli, mais parce que ce soir-là, quelqu'un d'autre avait besoin d'espace dans son cœur. Il a pensé appeler quelqu'un ou une assistante maternelle, les services sociaux, mais il savait que la situation pouvait vite dégénérer. Il ne voulait pas prendre de risques. Pas encore. Pendant ce temps, Émilie restait éveillée. Jacob dormait paisiblement à ses côtés, ses petites mains enchevêtrées dans la couverture. Elle fixait le plafond. Elle sentait encore la main de sa mère, voyait encore son visage. Mais il n'y avait pas de larmes. Seulement la survie. Elle fouilla dans son manteau et en sortit un papier froissé, un dessin au crayon d'une époque où le monde n'était pas encore fissuré. Une famille en bâtonnet, souriante. Elle toucha la silhouette du milieu. « J'ai essayé, maman, » murmura-t-elle. « J'ai vraiment essayé. »
Au début, elle hésita, non pas par manque de volonté, mais parce qu'elle n'était pas sûre d'être prête. Pourtant, sa voix était ferme lorsqu'elle dit enfin, « Il faut que je fasse quelque chose. Je n'aime pas rester assise. » Alors, Alexander l'emmena à la buanderie et lui montra patiemment comment trier les vêtements par couleur, comment plier les serviettes en rectangles bien nets. Elle observa chaque mouvement avec une concentration silencieuse, absorbant les instructions avec la même attention intense qu'elle avait mise la veille au soir pour mettre la table. Elle ne parla pas beaucoup, mais la seule question qu'elle posa le hanta longtemps, « Tu crois que les enfants ont le choix quand ils grandissent ?» Il n'avait pas de réponse. Elle ne semblait pas en attendre. Au fil des heures, elle se sentit plus à l'aise, elle arpentait les couloirs, mémorisait l'agencement, guidait Jacob de ses mains douces. Elle lui montra comment appuyer sur le bouton des stores, lui apprit à grimper sur le haut tabouret de la cuisine sans basculer. L'espace d'un instant, alors que Jacob faisait une grimace en mangeant une banane, elle sourit un sourire bref et vif, disparu en un instant, mais sincère. Ce soir-là, Alexander laissa un autre mot sur la table de la cuisine. Contrairement au premier, celui-ci ne tenait qu'en une seule ligne, « Tu n'as pas apporté ça tout seul. » Au matin, le mot avait disparu, rangé en lieu sûr comme le premier. Et cette fois, quelque chose de nouveau était apparu sur le réfrigérateur, dessiné au crayon, 3 bonhommes allumettes se tenant la main. Le manoir commença lentement à se transformer, non pas à cause des rénovations ou du bruit, mais à un rythme plus subtil, façonné non par les rencontres ou le silence, mais par les pas silencieux et prudents de 2 enfants qui cherchent leur place. Jacob s'adapta rapidement, avec cette curiosité intrépide que seuls les tout-petits possèdent. Il arpenta les couloirs, les yeux écarquillés et curieux, caressa les comptoirs de marbre du bout des doigts comme pour s'assurer de leur authenticité, désigna des tableaux et rit lorsque les échos lui répondirent. Émilie se déplaçait différemment dans la maison. Elle n'explorait pas avec émerveillement, mais avec prudence, chaque pièce qu'elle pénétrait était cartographiée comme un chemin de sortie, et non d'entrée. Elle écoutait plus qu'elle ne parlait, se déplaçait silencieusement et ne quittait jamais Jacob des yeux. Alexandre observait tout depuis la ligne de touche, sachant qu'il valait mieux ne pas précipiter les choses. Une gentillesse donnée trop vite pouvait être perçue comme une pression. La guérison ne se prêtait pas à un repas chaud ou à une douce couverture. Elle se gagnait, un instant à la fois. Le 3e après-midi, il la trouva assise sur le parquet de la bibliothèque, les jambes croisées, un crayon à la main et un bout de papier déchiré posé sur un coussin. Elle ne griffonnait pas comme un enfant le ferait habituellement en pas de fleurs, pas d'étoiles. Au lieu de cela, elle formait des lettres lentement, délibérément, répétant les mêmes formes encore et encore. Alexandre s'attarda sur le seuil, l'observant en silence, avant de lui demander doucement « Aimes-tu les lettres ?» Elle sursauta légèrement, puis hocha la tête. « Je n'ai jamais appris à écrire mon nom correctement », admit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, comme si c'était un secret qu'elle portait depuis trop longtemps. Il s'avança lentement vers elle, veillant à ne pas envahir le peu d'espace qu'elle s'était octroyé. Assis à côté d'elle, il prit le crayon et, d'un trait large et régulier, écrivit « Emily ». Puis, en dessous, encore une fois, plus petit, plus net. « C'est à toi, dit-il. Pas seulement un nom. Un commencement. » Émilie fixait les lettres comme si elles étaient fragiles et rares. Elle les traçait doucement, comme pour mémoriser non seulement leur apparence, mais aussi leur sensation ou ce que cela faisait d'avoir quelque chose à elle. Elle ne souriait pas, mais ses lèvres remuaient légèrement tandis qu'elle répétait l'orthographe en silence. Après un long moment, elle murmura « On dirait que ça appartenait à quelque part. » Alexandre déglutit difficilement. Il ne savait pas si elle voulait dire que les lettres étaient bien alignées sur la page, ou si elle parlait d'elle-même, trouvant enfin un endroit où son nom n'avait pas besoin d'être écrit à la va-vite ou caché. « C'est vrai, dit-il doucement. Tu le es. » Ils restèrent assis en silence jusqu'à ce qu'Émilie ajoute doucement « Ma mère l'écrivait sur des formulaires devoirs scolaires, dossiers médicaux mais elle disait toujours qu'elle n'avait pas le temps de m'apprendre. » Alexander remit doucement le crayon dans sa main. « Bon, on a le temps maintenant. » Ce soir-là, après que Jacob se fut endormi, elle retourna seule à la bibliothèque. Elle s'assit sous l'étagère et écrivit son nom encore et encore. Non pas pour s'entraîner, mais pour revendiquer. Alexander l'observait depuis le couloir sans entrée. Il ne s'agissait pas d'écriture. Il s'agissait de propriété, de pouvoir. Lorsqu'elle quitta enfin la pièce, elle laissa le papier derrière elle. Il le ramassa et sourit. Les lettres tremblaient, mais elles étaient sûres. Elles étaient à elle.
Allongé dans son lit plus tard dans la nuit, il fixa le plafond et murmura dans l'obscurité, « Peut-être que je devais te rencontrer. » Ces mots le surprirent. Ils lui semblaient inconnus, lourds, mais vrais. Pour la première fois depuis des années, la vie ne lui semblait plus quelque chose qui se passait autour de lui. C'était comme s'il y était à nouveau plongé. Le lendemain matin, Émilie se réveilla tôt. Elle habilla Jacob, l'aida à se brosser les dents et le conduisit en bas. Alexandre avait préparé des céréales et des fruits frais. Elle ne dit rien, se contentant de remplir le bol de Jacob, puis le sien. Elle l'aida avec la cuillère, la main fermement posée sur la sienne. Lorsqu'Alexandre entra dans la cuisine et les vit assis côte à côte, quelque chose en lui changea. On aurait dit une famille. Il ne les interrompit pas. Il les rejoignit simplement, laissant le silence les envelopper comme une douce couverture. Après le petit déjeuner, il dit nonchalamment, « Je pensais qu'on pourrait ouvrir la salle de jeu aujourd'hui. Elle est fermée depuis un moment, mais je pense que ça te plairait. » Émilie leva les yeux, prudente. « Ça te va si on reste à la bibliothèque aujourd'hui ?» demanda-t-elle. « J'ai encore quelque chose à finir. » Il hocha la tête sans hésiter. « Bien sûr. Comme tu veux. » Plus tard, lorsqu'il retourna à la bibliothèque, il le revit, son nom réécrit. Mais cette fois, à côté, en lettres plus petites et plus maladroites, JACOB. Certaines lettres étaient à l'envers, d'autres inégales, mais le message était clair. Elle ne se contentait plus de revendiquer sa personne. Elle ancrait son frère, lui offrant de l'espace à ses côtés. Alexander sentit une légère pression monter dans sa poitrine. Il ne demandait pas l'adoption ni de grands gestes. Il demandait l'appartenance, une lettre à la fois. Il s'agenouilla, scotcha délicatement le papier sur l'étagère à hauteur des yeux d'un enfant. Ce soir-là, Émilie le remarqua. Elle ne dit rien, mais s'assit dessous et continua d'écrire, non pas parce qu'on le lui avait demandé, mais parce qu'elle avait décidé que cet endroit, ce moment, était suffisamment important pour rester. Ce soir-là, la maison se tut, non pas sous l'effet du deuil, mais du calme qui s'installait. Émilie aida Jacob à enfiler son pyjama, puis lui lut une histoire qu'elle avait trouvée cachée dans un recoin du couloir. Sa voix était d'abord raide, incertaine, mais tandis que Jacob riait de ses voix animales, elle s'adoucit. Alexandre se tenait sur le seuil, les bras croisés, sans dire un mot. Il n'en avait pas besoin. Quelque chose de réel se produisait, la confiance, fragile mais grandissante. À la fin de l'histoire, elle embrassa Jacob sur le front et éteignit la lumière. En entrant dans le couloir, elle regarda Alexandre et dit « Merci ». Juste 2 mots, mais ils avaient du poids. Il ne demanda pas à quoi ils servaient. Il hocha simplement la tête et répondit « De rien ». Le manoir, autrefois mausolée dédié au deuil d'Alexander Reed, reprenait vie. Non pas grâce à sa construction ou à sa conception, mais grâce au doux retour de la vie. Pendant des années, il avait gardé des ailes entières closes, comme si le silence pouvait préserver ce qui était perdu. La salle de jeu de Lily était restée intacte, la poussière s'accumulant sur les poupées figées en plein jeu. Mais maintenant, avec Émilie et Jacob arpentant les couloirs, le silence se brisait. Un matin, sans tambour ni trompette, Alexandre ouvrit la porte de la salle de jeu et fit signe à Émilie d'entrer. Elle entra lentement, respectueusement. Elle ne semblait pas avoir été construite pour elle, mais elle ne semblait pas non plus inaccessible. Avec le temps, la poussière fut balayée, les étagères se remplirent non pas des affaires de Lily, mais de puzzles, de livres et de jouets adaptés à leur âge. Il ne s'agissait pas de remplacer ce qui avait disparu. Il s'agissait de faire de la place pour du neuf. La cuisine suivit. Autrefois stérile, elle sentait maintenant le pain grillé et les fruits. Des jus de fruits étaient alignés devant la porte du réfrigérateur. Des boîtes de céréales étaient ouvertes mais soigneusement scellées. Un petit récipient de vitamines pour enfants était posé près de l'évier. Sophia, son assistante depuis plus de 10 ans, entra, portant des sacs de vêtements et de jouets. Vous avez rangé la salle de jeu. Réapprovisionné la cuisine. Ajouté des barrières pour bébé. Vous êtes sûr de cela? Alexander ne leva pas les yeux de la poêle où il faisait frire des œufs. Vous me connaissez depuis longtemps. M'avez-vous déjà vu aussi sûr de vous? Elle marqua une pause, s'adoucit. Non, monsieur. Je ne l'ai pas fait. Puis elle déballa les sacs sans un mot. Émilie restait prudente. Elle suivait les nouveaux rythmes de la maison, mais restait toujours proche de Jacob. Elle appelait Alexander, Monsieur Reed,
un nom qui lui donnait de l'espace, de la formalité. Il ne la corrigeait jamais. Mais un soir, alors qu'elle aidait Jacob à se changer, le nom lui échappa. « Allez, Alex, ne bouge pas », le mot se figea. Ses mains s'immobilisèrent. Elle se retourna, pâle. Avant qu'elle puisse s'excuser, il leva la main et dit doucement, « Ce n'est rien. Alex va bien. » Elle cligna des yeux. Elle ne dit rien. Mais le lendemain matin, lorsqu'elle le croisa dans le couloir, elle sourit et il lui rendit son sourire. Tout commença par un souffle, puis un gloussement, puis un rire franc. Pas fort au début, mais présent. Émilie commença à ouvrir les tiroirs sans demander son avis. Elle rangea ses chaussettes par couleur, fit des listes sur des postes TS. Jacob la suivit comme son ombre, posant sans cesse des questions. Pourquoi les oiseaux volent-ils? Pourquoi les céréales flottent-elles? Répondit Émilie patiemment, corrigeant même sa grammaire. Alexander écoutait derrière les journaux et les portes, faisant semblant de ne pas entendre, mais absorbant chaque mot. Ce n'était pas seulement la maison qui réapprenait à vivre. C'était lui. Un autre bout de papier dans la bibliothèque. Il avait encore changé. Sous les traits soignés et expérimentés qui formaient, EMILY, deux lettres inconnues étaient apparues, d'abord inégales, un peu incertaines. JA, puis, plus encore. COB, jusqu'à ce que, finalement, le nom de Jacob soit apparu tout entier, tracé de la petite écriture d'Émilie. Elle l'avait ajouté à son nom délibérément, silencieusement, sans tambour ni trompette. Comme pour dire, nous sommes faits l'un pour l'autre maintenant. Nous formons un couple. Une équipe. Alexander ne demanda pas quand cela se produisit. Il n'en avait pas besoin. Au lieu de cela, il retira discrètement le papier de la table, trouva un cadre au grenier et l'accrocha dans le couloir, juste devant la salle de jeu. Il devint partie intégrante de la maison. Plus tard dans la journée, en passant, Émilie aperçut le papier accroché au mur. Elle s'arrêta. Sa main se leva doucement, ses doigts effleurant le bord du cadre comme si elle essayait de ressentir l'instant sans le perturber. Elle ne dit pas un mot, mais ce soir-là, sans qu'on lui en fasse part, elle déposa une nouvelle feuille de papier et une boîte de crayons au milieu de la table de la bibliothèque. Aucune annonce, aucune explication. Juste un message simple et silencieux, dans sa langue maternelle, cet espace, cette table, cette vie, nous les partageons désormais. Ceci est à nous. Sophia remarqua aussi les changements. À son retour une semaine plus tard, elle apporta un petit cadeau, des serviettes monogrammées. Juste des initiales. Elle les tendit à Alexander avec un haussement d'épaule lorsqu'il haussa un sourcil. « Je ne veux rien précipiter », dit-elle nonchalamment. Mais les serviettes indiquaient ER et JR. Il ne dit pas grand-chose, hocha simplement la tête, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Elle surprit son expression et dit, à moitié en plaisantant, « Tu accroches leur nom au mur. » J'ai pensé essayer quelque chose de symbolique aussi. Alexander ne répondit pas. Mais ce soir-là, en pliant le linge, il s'assura que ses serviettes finissent sur l'étagère du bas, juste là où les enfants pouvaient les prendre sans demander. Lentement, presque imperceptiblement, la maison continuait de se transformer. Alexander rouvrit la véranda, restée fermée pendant des années, ses fenêtres enveloppées de poussière et de silence. Il apporta des paniers de fournitures artistiques, ajouta des poufs et laissa Émilie choisir l'emplacement de la nouvelle bibliothèque. Elle choisit le coin près de la fenêtre. C'est là que la lumière reste le plus longtemps, expliqua-t-elle d'un ton neutre. Mais ce n'était pas seulement de la logique, c'était du désir. C'était le genre de décision prise par quelqu'un qui construit une nouvelle version de sa maison. Un endroit où la lumière, et non les ombres, occupait le devant de la scène. Par un samedi ensoleillé, la cuisine sentait la farine et le sucre. Alexander retournait des crêpes sur la plaque, l'air grésillant et joyeux. Jacob, le tablier trop grand, essaya de verser la pâte, mais en renversa la moitié par terre, riant comme un dégoulinant de sirop sur son menton. Émilie était assise sur un tabouret au comptoir, les pieds ballants, le regard mi-moqueur, mi-admiratif. « Tu vas les brûler », la taquina-t-elle, le nez plissé. Alexandre se retourna, feignant l'offense. « Je fais des crêpes depuis plus longtemps que toi, ma belle. » Elle leva les yeux au ciel. « Je ne suis pas sûr que ça veuille dire grand-chose. » Il rit. Elle rit. Et Jacob s'écria de joie, encore des crêpes. C'était bruyant, chaotique, imparfait et c'est peut-être ce qui le rendait beau.
Peut-être que certaines maisons sont faites de briques et de poutres, et d'autres de rire, de sirop et du pouvoir inexprimé des noms écrits au crayon sur les murs des couloirs. Ce soir-là, Émilie passa devant le dessin encadré et s'arrêta de nouveau. Cette fois, elle ne se contenta pas de regarder. Elle sortit une feuille blanche, s'accroupit par terre, un crayon à la main, et ajouta un troisième nom, écrit avec la même minutie enfantine en lettres capitales, ALEX. Elle ne remit pas l'ancien papier. Elle colla le nouveau à côté. Un compagnon. Une déclaration. Une vérité silencieuse et inébranlable, tu es l'un des nôtres désormais. Le lendemain matin, Alexandre le remarqua. Il ne parla pas. Il n'y toucha pas. Il resta simplement planté là, le regard s'attardant bien plus longtemps que nécessaire, ses doigts effleurant le bord du cadre avec une tendresse qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Car ce morceau de papier n'était pas que de l'encre. C'était un sentiment d'appartenance. C'était une porte ouverte. C'était une confiance manuscrite et indéniable. Les jours commencèrent à s'adoucir et à se fondre. Non pas dans le flou gris du chagrin, mais au rythme doux de quelque chose de nouveau qui prenait racine. Quelque chose qui vibrait. Des rires résonnèrent dans les longs couloirs autrefois vides du manoir. Les pas de Jacob devinrent familiers, comme une musique qui sautillait d'une pièce à l'autre. Émilie fredonnait en pliant le linge doucement, comme si elle se demandait si la joie était permise. Elle s'arrêtait souvent au milieu d'une note, pour la reprendre, penaude, une minute plus tard. Alexandre observait tout d'un pas en arrière, présent mais discret. Il avait appris que la présence ne nécessitait pas toujours la parole, que le silence, accordé avec soin, pouvait être plus fort que les mots. Pourtant, malgré tous ces changements, un espace demeurait intact. Une porte demeurait close. La chambre de Lily. Elle se trouvait au bout du couloir, sa porte blanche encore ornée d'autocollants délavés où était écrit son nom. Alexandre passait devant tous les jours. Il ne l'ouvrait jamais. Il n'y jetait même pas un coup d'œil. Jusqu'à une nuit. Après avoir bordé Jacob et éteint sa veilleuse en forme d'étoile, Alexandre s'arrêta devant les dessins dans le couloir, Émilie, Jacob, et maintenant Alex. Ses doigts effleurèrent délicatement le papier. Puis, comme attiré par quelque chose auquel il ne pouvait plus résister, il se dirigea vers la porte close. Ses pas étaient lents, pesants. Sa main tremblait au-dessus de la poignée. Et puis, pour la première fois depuis des années, il la tourna. Les gonds grinçaient, brisant le silence comme une mélodie oubliée. À l'intérieur, tout était intact. Figé dans le temps. Les murs jaunes pâles arboraient encore le portrait de Lily sur la balançoire, suspendu à un large sourire. Ses peluches étaient soigneusement disposées sur le lit. Un ruban rose pendait à la poignée du placard. Un léger parfum de lavande persistait, même s'il savait qu'il avait dû s'estomper depuis longtemps. Le souvenir faisait désormais tout. Il entra comme un homme pénétrant dans une terre sainte. Chaque respiration était plus lourde. Au pied du lit, il s'agenouilla, tendit la main et toucha la couverture de ses doigts tremblants. « Salut, ma chérie » murmura-t-il, sa voix s'accrochant aux mots, rauques d'amour et de douleur. « Ça fait longtemps. » Il s'assit sur le lit, le matelas craquant sous lui, et fixa la photo sur la table de nuit, Lily, rayonnant à côté de sa mère. Toutes deux souriantes. Toutes deux disparues. « Tu me manques » dit-il d'une voix à peine audible. « Tu me manqueras toujours. » Le temps s'écoulait autour de lui. Les minutes passaient, peut-être les heures, ou peut-être aucune. Dehors, la maison était silencieuse, mais pas immobile. Quelque part dans le couloir, une planche craquait. Il imagina qu'il s'agissait d'Émilie apportant de l'eau à Jacob, ou tirant une couverture sur ses pieds. Cette pensée lui apportait du réconfort, comme une main posée sur son dos. Finalement, l'épuisement le gagna. Il posa sa tête sur l'oreiller de Lily, sans espérer de repos. Mais le sommeil vint tout de même, doucement, comme un souvenir s'enroulant autour de ses épaules. Dans son rêve, il se tenait dans un champ ensoleillé. Lily courait devant lui, les bras tendus, les cheveux flottant en deux tresses désordonnées. Elle portait la même robe bleue qu'elle avait insisté pour porter tous les jours de cet été. Elle regarda par-dessus son épaule et appela « Papa ». Sa voix résonnait de rire, sans désir. Il voulait lui courir après. Il le faisait toujours. Mais quelque chose en lui disait d'arrêter. Et quand il le fit, il la sentit, la paix. Lily lui sourit. « Tu n'as plus besoin de me rattraper, dit-elle.
Tu dois juste continuer. Et puis elle est partie. Alexandre se réveilla, les larmes ruisselant sur ses joues, non pas celles qui étouffent, mais celles qui libèrent quelque chose de trop lourd à porter. Il s'assit, toujours dans la chambre de Lily, le soleil matinal commençant à effleurer le rebord de la fenêtre. Pour la première fois depuis des années, il ne ressentait pas son absence comme un poids. Il sentait sa présence. Il se leva, traversa le couloir en passant devant les dessins, devant la salle de jeu maintenant animée de crayons et de bruit, et entra dans le salon. Ils étaient là. Émilie dormait sur le canapé. Jacob était blotti contre elle, petit et en sécurité, la tête blottie sous son menton. Ses bras l'entouraient, protecteurs, même dans son sommeil. Un crayon avait roulé par terre, et à côté, un dessin à moitié terminé, 3 bonhommes allumettes, un soleil et une colline. Alexandre s'approcha, souleva une couverture et la déposa délicatement sur eux. Émilie remua, mais ne se réveilla pas. Il les a observés pendant un long moment. Puis, doucement, il s'agenouilla près du canapé et murmura non pas à eux, mais à l'espace entre eux, au lien invisible qui les unissait désormais tous, « Je continuerai. Je le promets. » Et il le pensait vraiment. Non pas comme un vœu ou une performance, mais comme une décision. Une vérité. Car désormais, chaque matin qui commençait dans cette maison, chaque dessin scotché au mur, chaque repas dépareillé et chaque histoire murmurée au coucher ne seraient plus des pas vers le passé, mais des pas vers quelque chose de réel. Quelque chose de précieux. Quelque chose appelé famille. Emprunté à un passé qu'il croyait perdu à jamais, Alexander fut témoin d'une transformation chez Émilie ou une transformation qu'aucune règle, aucune unité de mesure, ne pourrait jamais pleinement saisir. Elle avait grandi, non seulement en taille ou en maturité, mais aussi en présence. Son écriture était devenue plus nette, plus assurée. Sa posture s'était détendue, libérée de la tension invisible de la peur. Elle ne murmurait plus pour demander des choses, elle parlait désormais avec une clarté tranquille, sa voix portant la certitude de quelqu'un qui sait qu'elle a le droit d'exister pleinement dans un espace. La peur qu'il avait autrefois collée comme une seconde peau se dissipait peu à peu. Sans hésitation, elle l'appelait « Alex », un nom qui autrefois aurait pu paraître trop désinvolte, trop intime, mais qui lui semblait désormais juste. Et si elle hésitait encore à faire des câlins ou à manifester spontanément son affection, sa présence en disait plus long que le toucher. Un après-midi tranquille, Émilie s'approcha de lui avec un dessin. C'était simple, dessiné avec des traits de crayon audacieux, mais il le frappa d'une force inattendue. 3 silhouettes se tenaient main dans la main sous un soleil jaune et tordu. Pas de nom, pas d'étiquette, juste 3 silhouettes, liées à jamais. « C'est nous ?» demanda Alexander en la regardant par-dessus la monture de ses lunettes. Émilie hocha timidement la tête. « Je ne savais pas quoi écrire en dessous », murmura-t-elle. « Je ne voulais pas tout gâcher. » Il observa le dessin un instant de plus, puis la regarda droit dans les yeux. « Tu n'es pas obligé d'écrire quoi que ce soit, » dit-il doucement. « Je sais exactement ce que c'est. » Pour la première fois, elle sourit non pas le sourire prudent et circonspect qu'elle avait l'habitude d'afficher pour les inconnus, mais un large sourire franc qui illumina tout son visage. Elle plia le dessin et le lui tendit. « Tu peux le garder, » dit-elle. « J'en ai fait un autre pour la chambre de Jacob. » La semaine suivante s'écoula dans un tourbillon silencieux, chargé de sens, bien que sans tambour ni trompette. Documents juridiques. Vérification d'antécédents. Inspection domiciliaire. Le décès de Karen étant confirmé et aucun membre de la famille ne se manifestant, la voie vers la tutelle commençait peu à peu à s'ouvrir. Alexander n'avait jamais rempli autant de formulaires concernant sa propre vie. Pour la première fois depuis des années, il devait prononcer le nom de sa défunte épouse dans un contexte officiel non pas pour faire son deuil, mais pour construire quelque chose de nouveau. Sophia s'occupa de la plupart des formalités administratives avec son calme et son efficacité habituelle, ne l'interrompant qu'en cas d'absolue nécessité. Finalement, un jour, elle glissa les documents d'adoption définitifs sur la table vers lui. « Êtes-vous sûr ?» demanda-t-elle doucement mais sérieusement. Il ne marqua même pas un instant. « Je n'ai jamais été aussi certain. » Elle hocha la tête, puis, dans un rare moment d'émotion, tendit la main par-dessus la table et lui serra vivement la main. « Ils ont de la chance » murmura-t-elle. Mais Alexander se contenta de secouer la tête. « Non » dit-il. « Je le suis. » Une semaine plus tard, c'était fait. Pas seulement une tutelle temporaire. Pas seulement des signatures sur des documents officiels. C'était réel,
permanent, reconnu. Il était leur père non seulement aux yeux de la loi, mais surtout, dans le cœur des enfants qu'il avait déjà acceptés comme leur fils. Ce soir-là, Alexander ne marqua pas l'événement par un grand geste. Pas de ballon. Pas de discours. Pas de célébration. À la place, il prépara des macaronis au fromage les préférés de Jacob, avec un peu de beurre et à peine croustillant. Émilie aidait à couper des pommes au comptoir tandis que Jacob, assis par terre, reconstituait un puzzle avec une concentration intense. Après le dîner, Alexander s'agenouilla près d'eux, d'une voix basse mais ferme. « Je veux dire quelque chose », commença-t-il. Émilie leva aussitôt les yeux, sentant quelque chose d'important. Jacob ne leva pas les yeux, mais s'appuya doucement contre la jambe d'Alexander, l'écoutant. « Je sais que je ne peux pas remplacer ce que tu as perdu, dit-il d'une voix ferme. Et je n'essaierai même pas. Mais si vous me le permettez, j'adorerais participer à ce qui viendra ensuite. Pas seulement pour maintenant. Pas seulement pour cette année. Pour de bon. » Il laissa une pause ou un instant suffisant pour le silence, la réflexion, voire le rejet. Émilie jeta un coup d'œil à Jacob, et Jacob, à son tour, la regarda. Puis, lentement, sans fanfare ni hésitation, Émilie se pencha et serra fermement le cou d'Alexander. « Tu le hais déjà » murmura-t-elle dans son épaule. Et, d'un seul coup, ce fut fait. C'était le moment. C'était tout. Plus tard dans la nuit, après que Jacob se fut endormi, serrant un oreiller 2 fois plus grand que lui, et qu'Émilie eut disparu dans sa chambre, un livre sous le bras, Alexander se tenait seul dans le couloir. Les dessins des enfants étaient toujours accrochés au mur des noms griffonnés au crayon, Émilie. Jacob. Alex. Il ouvrit un tiroir voisin et en sortit un épais marqueur noir. Il ne demanda pas la permission. Il ne se remit pas en question. D'un trait précis et réfléchi, il écrivit un mot sous chaque nom, Reed. Puis il recula et regarda le mur non pas comme une décoration, mais comme une déclaration. Il formait désormais une famille. Non pas une famille fondée sur le sang, mais sur quelque chose d'encore plus puissant, la résilience, la confiance et l'amour. Une famille forgée à partir des fragments du passé, façonnée en quelque chose d'entier et de nouveau. Le lendemain matin, alors qu'Émilie traversait le couloir, elle s'arrêta. Son regard s'attarda sur le nouveau mot en gras écrit sous son nom. Elle ne dit rien. Elle se contenta de tendre la main et de caresser délicatement son nouveau nom de famille, puis continua vers la cuisine. Elle se servit des céréales et s'assit à côté d'Alexander. « Reed » demanda-t-elle doucement. « C'est nous maintenant, hein ?» Il sourit et hocha la tête. « C'est nous. » Quelques instants plus tard, Jacob entra en trompe dans la pièce, les chaussettes à l'envers et les bras tendus. « Je peux être Reed aussi » cria-t-il. Alexander rit et le prit sur ses genoux. « Tu le hais déjà, mon pote. » Et ce matin-là, alors qu'ils étaient tous les trois assis autour de leur modeste table de cuisine, entourés de chaises dépareillées et de rires qui résonnaient chaleureusement sur les murs, Alexander réalisa quelque chose de profond, ce n'était plus une maison hantée par l'absence. C'était un foyer. Un foyer pour toujours, construit de toutes pièces.